Aujourd'hui, on se fait un cours à partir de zéro sur les produits imposables. Ok? C'est un cours niveau BTS et niveau DCG, donc qui va nous parler aujourd'hui de comptabilité. Alors, l'idée de ce cours est de partir d'une feuille blanche et de dérouler tout le contenu pédagogique dans un langage simple, avec des exemples simples, pour que tu puisses comprendre le principe. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'imposition des produits imposables? C'est de dire que les produits que l'on va faire vont être imposés au cours de l'exercice dont ils appartiennent. On va poser un exemple. Tu as un exercice qui est du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Ok ? Et tu as fait le 4 juillet 2026 une vente de 1 000 € de bougies. Puisque tu as vendu en 2026 et que tu as un exercice de 1er janvier 2026, 31 décembre 2026, eh bien ça veut dire que la vente appartient à l'exercice 2026. Tu as vendu dans la timeline, dans le temps de l'exercice 2026, et donc tu vas être imposé en 2026. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, d'accord? C'est dit souvent avec des mots qui sont plus complexes, mais le principe, il est là. Si tu as vendu dans l'année 2026 et que ton exercice comptable, il est justement de l'année 2026, alors tu vas être imposé en 2026. C'est tout. Ok ? Puisqu'on est juste dans le propos introductif, on va tout de suite poser quelques bases. Première chose, quand on impose un bénéfice. D'accord ? Le bénéfice, c'est quoi? C'est les produits moins les charges. Donc, quand on fait 1 000 € de vente, on fait 1 000 € de produits. Techniquement, ce n'est pas ces 1 000 € qu'on va venir imposer, on va venir imposer le bénéfice. Mais plus les produits sont gros, plus le bénéfice va être gros, donc plus l'impôt qu'on va payer dessus va être gros. Donc quand on quand on dit des produits imposables, c'est un peu un abus de langage parce que normalement, on va dire que c'est toujours un bénéfice que l'on va imposer, mais le bénéfice, il est composé de quoi? Des produits, d'accord? C'est pour ça qu'on va faire ce raccourci en disant qu'on va imposer un produit, alors qu'en vrai, on va imposer un bénéfice qui a été créé grâce à ce produit. Voilà, ça c'est pour être bien clair là-dessus. Ensuite, quand on dit qu'on va être imposé normalement, ça veut dire qu'on va être imposé au régime des bénéfices industriels et commerciaux. D'accord? Donc, quand on dit imposé au régime des BIC, il faut comprendre imposé selon les règles classiques. Ok? Donc, alors, c'est pas un cours sur l'IS, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on est imposé à l'impôt sur les sociétés, on va dire qu'on va payer 25% d'impôt. Je vulgarise. Et si on est imposé à l'impôt sur le revenu, on va être imposé au barème progressif, c'est-à-dire qu'on va être un petit peu imposé à 0%, un petit peu imposé à 11%, un petit peu imposé à 30%, etc. etc. D'accord? Mais ce qu'on vient de décrire là, que ce soit pour l'IS ou pour l'IR, c'est la norme d'imposition. Okay? Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le BIC, c'est un régime d'imposition. C'est une catégorie d'imposition et ça peut être une imposition à l'IS ou bien une imposition à l'IR selon le type d'entreprise ou de société que tu as. Mais dans tous les cas, quand tu entends BIC, il faut que tu comprennes qu'on va imposer selon les règles normales sans qu'il y ait un truc particulier à avoir, sans qu'il y ait un régime particulier. Qu'est-ce que nous dit la comptabilité ? La comptabilité, dans sa définition officielle, elle dit que seuls les bénéfices réalisés
à la clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. D'accord? Donc, seuls les bénéfices réalisés à la clôture sont peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Inscrits dans les comptes annuels. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que seuls les bénéfices à la clôture, on va faire référence indirectement à nos 1000 € de bougies, puisqu'on a dit que c'était grâce au produit de ces 1000 € de bougies qu'on va pouvoir avoir un bénéfice, qui sont réalisés à la clôture d'un exercice. La clôture de mon exercice, enfin de ton exercice ici, c'est le 31 décembre 2026. Le 4 juillet 2026, c'est avant le 31 décembre. Donc, au moment où on arrive au 31 décembre, tu as déjà réalisé ta vente de 1000 bougies. Donc, ton bénéfice, pour vulgariser, ton bénéfice issu de la vente de ces 1000 bougies. D'accord? Et donc, du coup, ils vont être inscrits dans les comptes annuels. Inscrits dans les comptes annuels, ça veut dire qu'ils vont être mis dans ton résultat comptable. Et donc, c'est ce résultat comptable qu'on va aller imposer. D'accord? Ça me permet de refaire encore une petite précision. Pardon. Un résultat, c'est soit un bénéfice, soit un déficit. Donc, quand on dit que ça va être inscrit dans les comptes annuels, ça veut dire que ça va être inscrit dans le résultat et ça veut dire que ça va être potentiellement un bénéfice. D'accord? Donc, cette définition-là, elle est un petit peu compliquée. Encore une fois, là, je la simplifie. La vraie définition, c'est seuls les bénéfices réalisés à la clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. C'est une définition qui est un peu pompante, mais qui veut juste dire que si jamais tu as vendu 1000 € de bougies pendant ton exercice 2026, il va falloir que tu imposes ces 1000 € de bougies sur ton imposition de l'année 2026. Voilà. Que nous dit la fiscalité? La fiscalité, elle a une définition qui est différente, mais en fait qui veut dire exactement la même chose. Elle dit les produits qui correspondent à des créances sur la clientèle ou à des versements qui sont reçus à l'avance en paiement du prix, on s'en fiche, on va garder les produits, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou les opérations qui sont assimilées à des ventes et l'achèvement des prestations quand on fournit des services. Je la refais en entier. Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison de biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement de prestations pour les fournitures de services. Ça, c'est la définition officielle de la fiscalité. On va venir la simplifier. On parle de produits rattachés à l'exercice. À l'exercice qui concerne la livraison de biens ou la prestation de services. Donc là, tu as bien compris que je reprends les termes de la définition officielle, mais je vais juste venir sélectionner les mots-clés importants de cette définition. Le but, c'est pas de la recopier bêtement, parce qu'on peut la trouver sur Internet. Il n'y a aucune valeur ajoutée à la reprendre. Et donc, les produits sont rattachés à exercice qui concernent la livraison de biens et services vont être imposés. Vont être rattachés à l'exercice, en fait. Pardon. Service. On va pouvoir s'arrêter là. Cette définition fiscale, elle dit les produits. Les produits, c'est quoi? C'est nos 1000 € de bougies qui sont rattachés à l'exercice. Rattaché à l'exercice, ça veut dire quoi? Tu as vendu le 4 juillet 2026, c'est rattaché à ton exercice 1er janvier 2026, 31 décembre 2026. Ça va concerner la livraison de biens. Livraison de biens, c'est la vente de bougies. On a dit que une vente... Ah non, on ne l'a pas inscrit, pardon. On va l'inscrire ici. Une vente
c'est la même chose qu'une facturation. C'est la même chose qu'une livraison. Quand on dit « j'ai vendu quelque chose », c'est la même chose que de dire « j'ai facturé quelque chose ». C'est la même chose de dire « j'ai livré quelque chose ». Okay, ou bien c'est la même chose que de dire « j'ai fait une prestation », selon ce que tu vends. D'accord ? Donc quand la définition fiscale nous parle de livraison de biens, elle veut parler de vente. Donc livraison de biens, on reprend en fait notre vente de 1000 bougies. D'accord ? Et puisque c'est rattaché à l'exercice, il faut comprendre que ça va être rattaché au résultat de l'exercice, donc potentiellement au bénéfice de l'exercice, donc que ça va être imposé. Là aussi, que ce soit la définition comptable ou la définition fiscale, c'est des termes compliqués pour juste dire si jamais tu as vendu en 2026 et que tu as un exercice qui va du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, tu vas imposer ta vente en 2026. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Tout ce qui va le compliquer, en fait, c'est la définition officielle qui va prendre des termes un petit peu pompeux. Petit point d'attention. À chaque fois, on a parlé de notre vente. On a parlé de notre facturation, on a parlé de notre livraison, on a parlé de notre prestation de service. Tout ça, c'est la même chose. On n'a jamais parlé de paiement. D'accord ? C'est-à-dire que si tu as un exercice 1er janvier 2026, 31 décembre 2026, que tu as vendu le 4 juillet 2026, mais que tu es payé le 2 février 2027. Donc, tu es payé en février 2027 pour la vente de tes 1000 bougies. Eh bien, tu vas être imposé en 2026. Ce qui compte, c'est la date à laquelle tu as vendu, la date à laquelle tu as facturé, la date à laquelle tu as livré, la date à laquelle tu as fait ta prestation de service. On se fiche de savoir quand est-ce que tu as été payé. D'accord ? Et c'est ça qu'il faut bien retenir. Quand on parle de bénéfice, on parle de vente, on ne parle pas d'encaisser de l'argent. Vendre quelque chose, ce n'est pas la même chose que d'encaisser le prix de cette vente. D'accord ? Et quand on parle de produit, on parle là aussi de vente. On ne parle pas d'encaissement. Donc que ce soit dans la définition comptable, que ce soit dans la définition fiscale ou que ce soit dans la définition par l'exemple que l'on a faite, qui sont les trois la même définition, elles disent avec des mots différents exactement la même chose, à aucun moment on a parlé de paiement. D'accord ? Ça, c'est hyper important de comprendre. C'est vraiment l'exemple qu'il faut retenir. Si tu as vendu en 2026 et que tu es payé en 2027, tu vas quand même imposer en 2026. Ce qui veut dire potentiellement que tu vas payer de l'impôt sur tes 1000 € de bougies alors même que toi, tu n'as pas encore été payé de tes bougies. Parce que, imaginons que tu payes ton impôt le 1er janvier 2027, d'accord ? Donc, ton exercice, il se termine en décembre. Le 1er janvier, on te demande directement ton impôt sur ton exercice 2026. Tu vas devoir payer l'impôt alors que tu n'as même pas encaissé le prix de tes ventes. Okay ? C'est possible. Alors, pas avec ces délais-là, parce qu'on ne va pas calculer ton impôt au 1er janvier, mais techniquement, c'est possible. Et il faut vraiment bien retenir ça. On va préciser un petit peu en prenant un autre exemple. On a encore un exercice 1er janvier 2026, 31 décembre. Ça, on va toujours garder cette base-là. Et on va dire que le 4 juillet 2026, ou même pas, tiens, regarde. Le 1er janvier 2026, tu reçois un loyer de 100 €. Ça va être imposé en 2026. Le 1er février 2026, tu reçois aussi un loyer de 100 € relatif du coup
à le mois de février, ça va être imposé en 2026. Donc on est d'accord que là, ça veut dire que tu es propriétaire d'un appartement. Cet appartement, tu le mets en location, par exemple sur Airbnb, et du coup, tu reçois des revenus. Eh bien, les revenus de la location de janvier 2026, comme janvier 2026, ça appartient à l'exercice de 1er janvier 2026, 31 décembre 2026, ça va être imposé en 2026. Tes loyers de février vont être imposés en 2026. T'as compris? Le loyer de mars va être imposé en 2026, etc., etc. Et le loyer de 1er janvier 2027 va être imposé en 2027. Le système, quand on est sur de la prestation de service, est exactement le même système que quand on est sur de la vente de biens. D'accord ? D'ailleurs, c'est bien rappelé dans la définition fiscale concernant la livraison de biens ou la prestation de service. Et ce qu'on a dit, c'est qu'une vente, c'est une livraison ou bien une prestation. Quand tu vends quelque chose, quand tu vends une bougie, tu fais de la livraison. Quand tu vends une prestation de service qui est « je te permets de rester dans mon appartement », je te rends une prestation de service, c'est une vente. Il ne faut pas oublier, ça c'est toujours la même chose. Et encore une fois, même si ton loyer de janvier 2026, tu l'encaisses en mars 2027. On peut dire que tu as loué ton appartement à ton ami, tu dis à ton ami « non mais t'inquiète, tu ne me payeras pas tout de suite, tu me payeras qu'en 2027 ». Eh bien même si ton ami te paye en 2027, ce qui compte, ce n'est pas la date à laquelle il t'a payé, c'est la date à laquelle se rapporte ce produit. Et comme ces 100 € appartiennent au fait que tu lui as rendu un service en janvier 2026, tu lui as permis de louer ton appartement, de rentrer dans l'appartement et d'y vivre. C'est un service qui appartient à l'exercice 2026 et donc qui va être imposé au titre de l'exercice 2026. Petit point pour ce qui est des travaux en cours. C'est un point particulier, j'en parle pour ne pas en parler. Les travaux en cours, c'est la situation où toi, ton travail, c'est de construire des maisons. Okay ? Tu veux construire une maison pour quelqu'un, il t'a passé la commande tu vas lui construire une maison à 1 million d'euros. Une maison, ça se construit sur plusieurs années. Donc en 2026, tu vas construire les fondations. En 2027, tu vas construire les murs. En 2028, tu vas construire la plomberie et en 2029, tu vas lui livrer la maison. Là, il y a une règle particulière, il y a 2 règles particulières pour savoir comment est-ce qu'on va comptabiliser cette construction de la maison parce qu'elle est étalée sur plusieurs années. Et en fait, il y a 2 mécanismes. Soit il y a un mécanisme où tu ne factures que en 2029 quand tu as fini la maison, tu lui fais une seule grosse facture. Soit il y a un mécanisme où tu vas lui faire des factures au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en 2026, tu vas lui facturer le fait que tu as fait les fondations. En 2027, tu vas lui facturer le fait que tu as fait les murs, etc. etc. Okay ? Ces 2 modes différents qui, du coup, vont engager une méthode comptable différente, c'est un chapitre à part entière. Donc, c'est juste pour dire que les travaux en cours, ça existe. C'est je vais mettre une méthode particulière qui est plus compliquée que ce que l'on a vu là et que l'on ne va pas voir dans ce chapitre-là. C'est pour ça qu'au début, je disais « j'en parle pour pas en parler ». C'est juste pour dire que ça existe. Okay ? Mais on ne va pas expliquer dans notre exemple comment est-ce que tu vas faire pour facturer parce qu'il y a des règles particulières. Passons maintenant à différents types de produits. On va d'abord parler sur les produits d'exploitation. Alors, les produits d'exploitation, c'est quoi? C'est des produits, donc des ventes, tiens, on va dire ça, hop. Produit égale vente, égale facturation, égale livraison. C'est des ventes que tu vas faire dans l'exploitation de ton activité. Quand on dit exploitation, il faut comprendre
Voilà, hop, exploitation égale faire son activité. D'accord? Si tu es artisan et que ton activité, c'est de fabriquer des bougies et de les vendre, du coup, eh bien, quand tu vends une bougie, tu as fait une vente d'exploitation, un produit d'exploitation. Tu as vendu quelque chose qui est lié à ton activité, puisque ton activité, c'est de vendre des bougies. Ok? Donc voilà ce qu'on entend par produit d'exploitation, c'est, dans notre exemple, vendre des bougies ou bien louer un appartement si jamais ton activité, c'est d'avoir un appartement et de le mettre en location, et que c'est comme ça que tu exploites ton activité. On va y revenir juste après. Normalement, les produits d'exploitation sont imposés en mode normal. Donc, ce qu'on disait, imposé normalement, classiquement, ça va être imposé dans les bénéfices industriels et commerciaux. Je vulgarise, il n'y a pas que les bénéfices industriels et commerciaux, mais le but ici n'est pas de faire un cours de fiscalité, c'est juste de dire qu'il y a un moment donné où on va imposer en mode normal et un moment donné où on va imposer en mode spécial, d'accord? Donc c'est pour ça que je simplifie en ne parlant que des BIC dans ce cours. Donc voilà, en principe, les produits d'exploitation sont imposés normalement. Sauf qu'il y a certains petits cas qui sont un petit peu particuliers. Voilà, on va juste reprendre une nouvelle feuille. Les petits cas particuliers. Si on a des redevances. Alors les redevances, ça va être quoi? Ça va être les redevances de brevets, les redevances de licence, les redevances de marque, et d'autres choses si on peut les trouver, d'invention, mais une invention ça va être breveté. On peut retenir que ça. Redevance de brevet, redevance de licence, redevance de marque. Une redevance, c'est quoi? C'est toi, par exemple, du coup, tu es artisan, tu fabriques des bougies, et tu as inventé une bougie révolutionnaire qui ne se consume pas, par exemple. Tu as déposé cette invention, donc tu as posé un brevet pour dire c'est moi qui ai inventé ça. Les gens qui veulent utiliser ton invention, ils doivent te donner de l'argent pour avoir le droit d'utiliser une invention que toi tu as inventée. L'argent que tu touches, c'est une redevance. Voilà, ok? Dans ce cas-là, le principe des redevances, c'est que normalement, c'est en mode normal. Donc, imposé en mode normal. Mais, tu peux avoir une option pour les imposer à 10%. D'accord? Parce que le mode normal, ça va être au BIC. On a dit au BIC, si c'est à l'impôt sur les sociétés, tu vas payer 25%. Si c'est à l'impôt sur le revenu, tu vas payer un petit peu à 0%, un petit peu à 11%, un petit peu à 30%, etc. etc. Il y a une option où il dit, oula, t'embête pas à l'imposer soit à 25% à l'IS ou bien l'imposer au barème progressif à l'IR. T'embête pas, on va te mettre 10%, c'est un taux spécial juste pour tes redevances. C'est une option, tu n'es pas obligé de le faire. C'est toi qui vas aller voir le fisc, aller voir les impôts, dire « Bonjour, je voudrais que ma redevance de 100 €, elle soit imposée à 10% et non pas imposée au mode normal. » Voilà comment ça se passe en réalité. Dans ce cas-là, si tu fais une option, il va falloir que tu fasses un retraitement. Pour expliquer ça, il faut qu'on comprenne comment se passe l'imposition. On a dit au début, bénéfice égale produit moins charge, résultat égale bénéfice ou déficit, et donc c'est ce résultat, quand c'est un bénéfice, qu'on va venir imposer. Pourquoi que quand c'est un bénéfice, qu'on ne va pas imposer un déficit? On ne peut pas te faire payer de l'impôt si tu perds de l'argent, on te fait payer de l'impôt si tu gagnes de l'argent. Donc, on va avoir un résultat, entre guillemets un bénéfice, et donc ce résultat, à la base, est un résultat classique, un résultat normal. Et c'est lui qu'on va venir imposer en mode normal. Prenons un exemple, on dit que tu fais un bénéfice de 1100 €, dont 100 € sont dus à la redevance.
ok? C'est toujours comme ça qu'on va le présenter dans les exercices. On te donne un bénéfice, ok? Et on dit que dans ce bénéfice, il y a une partie qui est des redevances ou une partie qui va être des gains de change, des dividendes. Qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Des revenus d'immeubles, des revenus de portefeuille. Enfin, il y a plein de choses qu'on va voir dans ce cours-là. Mais on part toujours du principe qu'on te donne un bénéfice et c'est à l'intérieur de ce bénéfice qu'on va avoir des compositions un petit peu particulières. Ok? Donc, si tu as un bénéfice de 1100 €, il va falloir que l'on impose 1100 €. D'accord? Sauf que toi, tu as dans ces 1100 €, 100 € de redevance et tu dis « je veux faire l'option pour les imposer à 10%. » Eh bien, ce que tu vas faire, tu as en fait un résultat imposé en mode normal. Donc ici, ça va être le BIC. C'est toujours 1100 €. On part toujours de notre 1100 de base. D'accord? Sauf que, comme dans ces 1100, il y a 100 € de redevances que l'on ne veut pas imposer au mode normal parce qu'on veut les imposer à 10%, il va falloir qu'on les retire. Donc on retire nos 100 €, ça nous fait 1000 €. D'accord? Et donc ça, on a 1000 € qui sont imposés en mode normal, donc dans le régime des bénéfices industriels et commerciaux, parce que là, tu es un artisan. Et donc, l'artisanat de fabriquer des bougies et de les vendre, ça rentre dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Encore une fois, on ne va pas se faire un cours de fiscalité. Et tu vas aussi imposer 100 € en mode en option à 10%. À 10%. Attends, je vais faire ça. Hop. 100 € à 10%. D'accord? Et donc, au total, tu vas avoir imposé 1000 € de bénéfices au régime normal, plus 100 € de bénéfices à 10%. Donc, au total, tu as bien imposé 1100 € de bénéfices total. D'accord? Sauf que tu as décomposé entre une partie que j'impose en normal et une partie que j'impose à 10%. Donc voilà, on vient expliquer c'est quoi quand on fait une option pour imposer une redevance à 10%. Dans les exercices, ce qu'on demande généralement, c'est de faire un tableau. On va se faire un petit tableau, comment on va le faire? Ça, ouais, bah c'est pas grave, si on a plus, on s'en fiche, c'est pas le but. Sur ce petit tableau, on va mettre d'abord les éléments. Ensuite, on va dire si on déduit, si on réintègre, et on va justifier. Okay? Voilà ce qu'on nous demande de faire en exercice. On part toujours du résultat. Donc là, notre résultat, c'est notre bénéfice. Encore une fois, hein. Résultat, c'est soit un bénéfice, soit un déficit. Donc quand on parle de résultat, on va, dans notre cas, parler de bénéfice parce que ce cours-là, il est basé sur l'imposition. Et si on veut imposer, il faut forcément qu'on ait un bénéfice. Donc c'est pour ça que je ne prends pas le cas où le résultat est un déficit parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de cours à faire parce qu'il n'y a pas d'impôt à faire. Donc l'affaire, elle est réglée. Quand on a un résultat qui est un bénéfice, on va le mettre ici. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est comme ça que notre tableau est construit. Quand c'est un bénéfice, on le met dans réintègre. Quand c'est un déficit, on le met dans déduit. Mais c'est une question de présentation, hein, parce qu'il faut plus comprendre que quand c'est un bénéfice, on le met à droite. Quand c'est un déficit, on le met à gauche. Okay? Petit moyen mémotechnique, déficit, c'est commence par un D, comme déduit, donc ça va aller à gauche ici. Et donc, par opposition, par déduction, quand c'est un bénéfice, que ce n'est pas un déficit, eh ben on va le mettre à droite. Donc on a notre résultat de 1100. On va venir prendre notre redevance sur option, qu'on va venir déduire ici de notre résultat. D'accord?
C'est-à-dire que quand on fait notre calcul ici, on prend 1100 moins 100. Les moins 100, c'est une déduction. Donc, total. Comment je pourrais faire on va le faire comme ça. Donc, au total, on va avoir un bénéfice qui va être de 1100 € moins 100 € qui ont été déduits, ça nous fait 1000 €. Et donc ça, dans cette ligne totale-là, on va avoir le bénéfice qui va être imposé en mode normal. D'accord? Et ça, pourquoi est-ce qu'on a déduit nos 100 €? Parce qu'on va imposer à part, ça va être imposé de son côté à 10%. Okay? On les a écartés du régime normal pour aller les imposer dans un régime particulier. Voilà comment se présentent les tableaux qu'on voit en exercice. Je pense qu'on va les reprendre un petit peu après ces tableaux-là. Donc, voilà comment ça se passe pour les redevances. Encore une fois, attention, là, c'est quand on a fait une option pour les redevances. Si tu ne veux pas faire d'option et que tu veux imposer ta redevance au mode normal, bah dans ce cas-là, il n'y a pas cette ligne-là. Là, il ne se passe rien. Non, je ne veux pas le supprimer comme ça, parce que je vais réutiliser. Il ne se passe rien. Bon, c'est pas grave. Et du coup, tu vas avoir un bénéfice qui va être de 1100 €. Okay. Allez, on enchaîne. Après avoir vu les redevances, on va voir les revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles. Revenus des immeubles non professionnels. C'est quoi cette situation? Cette situation, c'est toi, tu es un artisan, tu fabriques des bougies et dans ton entreprise, tu as mis dans le patrimoine de ton entreprise un appartement et cet appartement, tu le mets en location sur Airbnb. Sauf que ton activité, c'est de fabriquer des bougies. Ce n'est pas du tout d'exploiter un appartement. Tu n'es pas un professionnel de l'immobilier, tu es un professionnel de fabriquer des bougies. Donc cet appartement qui constitue un immeuble, hein, un appartement c'est un immeuble, une maison c'est un immeuble, un bâtiment c'est un immeuble, un terrain c'est un immeuble. Cet appartement, donc cet immeuble, il n'est pas professionnel, il n'a rien à voir avec ton activité de fabriquer des bougies. D'accord? Eh bien du coup, dans ce cas-là, il va falloir non pas les imposer en mode normal, mais les imposer en revenu foncier. Et là aussi, la logique, elle est la même. Tu fais un bénéfice de 1100 €. Tiens, on va faire ça. Je ne vais pas trop m'embêter. Tu fais un bénéfice de 1100 €, dont 100 € de loyer. Résultat imposé en mode normal, tes 1100 avec la déduction de 100 €, parce que ces loyers ne vont pas être imposés en mode normal, donc tu ne vas imposer en mode normal que 1000 € de bénéfice. Et les 100 € de loyer vont être imposés en revenu foncier. Je ne vais pas détailler comment est imposé le revenu foncier, parce qu'encore une fois, ça c'est un cours de fiscalité. Comme je ne détaille pas précisément comment est-ce qu'on va imposer en BIC. D'accord? Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir dans quelle case on va mettre ces bénéfices à imposer. Ce n'est pas de calculer l'impôt. On se fiche de savoir combien tu vas payer d'impôts. Ce qui nous importe, c'est de savoir dans quelle catégorie d'impôts on va les mettre. Et donc, tu as 1000 € dans la catégorie normale, donc dans notre cas BIC, et 100 € dans la catégorie revenu foncier. Et donc, si tu as un exercice là-dessus, le truc, c'est que tu as un résultat de 1100 €, il est ici. Tu vas venir déduire tes loyers de 100 €. Ça te fait un total de bénéfices imposés en mode normal de 1100 moins 100, ça fait 1000. Et pourquoi on a enlevé les loyers, pourquoi on a déduit les loyers? La justification, c'est imposer au revenu foncier. Voilà, tout simplement.
Mais tu vois que la logique, elle est la même, j'ai juste fait copier-coller. Passons maintenant aux gains de change sur les créances et sur les dettes commerciales. Les gains de change. Les gains de change, c'est quoi? Si je mets un petit peu d'embellissement. Les gains de change, c'est quoi? Les gains de change, c'est quand tu gagnes de l'argent grâce à des taux de change qui varient. On se prend un exemple. Tu as vendu des bougies pour 50 $. Petite précision. Toi, tu as une comptabilité française. Il faut que tu tiennes tes comptes en euros, parce qu'en France, on paye en euros. Ce n'est pas parce que ta comptabilité doit être tenue en euros que tu n'as pas le droit de facturer en dollars. Tu factures en ce que tu veux. Tu encaisses ce que tu veux comme argent. Du dollar, du yen, du baht thaïlandais, du franc CFA, ce que tu veux, on s'en fiche. C'est juste qu'à la fin, il faudra dans ta comptabilité non pas mettre le montant en dollars, en yens, en ce que tu veux, mais mettre l'équivalent en euros. C'est-à-dire que tu as vendu 50 $, le 4 juillet 2026. Tu as vendu 50 $, et à cette date-là, 50 $, ça vaut 45 €. Donc, ça veut dire que le 4 juillet 2026, tu as vendu l'équivalent de 45 €. OK? Et puis, le 10 octobre 2026, tu es payé de tes 50 $. Donc, ton client va payer sa facture. Et à ce moment-là, 50 $ valent 47 €. Tu as donc gagné un gain de change de 2 €. Parce que quand tu as facturé quelque chose qui valait 45 €, mais quand on t'a payé l'équivalent de 47 €. Donc en gros, tu as encaissé 47 € alors que tu as vendu quelque chose qui, quand tu l'as vendu, ça valait 45. Tu as gagné 2 € uniquement parce que le cours de l'euro-dollar a changé. Voilà. Eh bien, ce gain de change-là, il va être imposé normalement. C'est-à-dire que si tu fais un bénéfice, qu'est-ce que je reprends? Oui, bah voilà, on va reprendre ça. Je vais pas m'imposer, je vais pas me compliquer la tête. Tu fais un bénéfice de 1100 €, dont, pour l'exemple, du coup, on va reprendre ces montants, dont 2 € de gain de change. D'accord? Résultat imposé en mode normal, 1100. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de retraitement à faire, il n'y a pas de tableau à faire particulier, en tout cas, il n'y a rien à mettre dans le tableau, puisque ton gain de change de 2 € va être imposé normalement. Donc, s'il fallait faire ce tableau-là, je vais juste faire ça. S'il fallait faire ce tableau-là, on a un bénéfice de 1100, on n'a aucun retraitement à faire, ou alors même, si ce qu'on peut faire à ce compte-là, pour dire quand même qu'on a compris. On n'a aucune déduction, on va mettre gain de change, justification, il n'y a rien, il n'y a rien à faire. Ah, je peux pas le... Je ne veux pas mettre, mais là, dans la justification, il faudrait mettre qu'il n'y a rien à faire. Et donc, ton bénéfice que tu vas imposer en mode normal, il est de 1100 €. Voilà. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, sauf quand on parle des gains de change latents. Là, ça va se compliquer. Tu as vendu... Je vais reprendre ça... Ok. On reprend un autre exemple. Le 4 juillet, tu as vendu l'équivalent de 50 $. 50 $ vaut 45 €. Tu es payé le 10 octobre 2027. D'accord? On va laisser ça de côté.
ça veut dire que le 31 décembre 2026, tu n'es pas encore payé. OK? Mais à cette date-là, 50 $ vaut 46 €. On ne va pas prendre les mêmes montants pour ne pas s'embêter. Dans ce cas-là, 31 décembre 2026, tu as compris, c'est la fin de ton exercice. OK? Tu as donc fait un gain de change latent de 1 €. Gain de change latent parce que tu as théoriquement gagné 1 € si ton client te payait les 50 $ qu'il te doit tout de suite au 31 décembre 2026. Mais tant qu'il ne t'a pas payé, tu n'as pas encaissé l'argent. Tant que tu n'as pas encaissé de l'argent, tu n'as pas fait un gain de change. Parce que peut-être que quand il va te payer dans le futur, 50 $ vaudra 45 € et donc du coup, tu n'auras rien gagné, tu n'auras rien perdu. D'accord? Peut-être que quand il va te payer, 50 $ vaudra 40 € et donc du coup, là, tu auras perdu l'équivalent de 5 €. D'accord? Tant que tu n'as pas été payé, tu n'as pas un gain de change qui est réalisé. Tu as juste potentiellement, dans cet exemple-là, un gain de change latent, potentiel, théorique. OK? Ce gain de change, la comptabilité dit, le comptable, il dit, c'est pas imposé. D'accord? Pourquoi c'est pas imposé? Parce que c'est pas sûr que tu vas faire ce bénéfice-là. C'est pas sûr que tu vas faire ce gain de 1 €. On n'en sait rien. Ce gain de 1 €, tu peux théoriquement le faire si ton client, il te payait tout de suite. Sauf qu'il ne te paye pas tout de suite. Donc le gain, il n'est pas réalisé. Et si le gain n'est pas réalisé, le comptable dit, bah moi, il n'y a pas de raison que je l'impose, ce gain. OK? Donc, pas imposé. Ça veut dire qu'il n'a pas de produit. Donc, il ne contribue pas au bénéfice, pas de bénéfice. Encore une fois, je me répète. En vrai, c'est qu'il ne contribue, comme ce n'est pas un produit, il ne contribue pas au résultat et donc potentiellement, il ne contribue pas au bénéfice. Mais je fais le raccourci en juste disant qu'il n'y a pas de bénéfice. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait du bénéfice, parce que c'est que quand on a du bénéfice qu'on va payer l'impôt. Encore une fois, je me répète pour bien qu'on comprenne. Le but n'est pas d'avoir une situation quand on est déficitaire, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de cours à faire, puisque s'il y a un déficit, il n'y a pas d'impôt à payer dessus. Donc, le comptable dit, mon gain de change latent de 1 € ne va pas être imposé parce qu'il ne constitue pas un produit, et donc il ne participe pas à créer du bénéfice. Mais le fiscaliste, il n'est pas d'accord. Le fiscaliste, ici, il dit, si, je veux imposer ces 1 €. Qu'on soit d'accord. Le fiscaliste, le contrôleur fiscal, d'accord, pour vulgariser, il te dit, ah oui, là, si ton client, il te payait aujourd'hui, tu aurais gagné 1 €. Tu aurais, on est au conditionnel, tu n'as pas gagné d'argent. Et il se peut que tu ne gagnes pas d'argent. Parce que, encore une fois, il peut arriver que quand ton client te paye, il va te payer l'équivalent de 40 € et donc tu aurais perdu l'équivalent de 5 €. Donc rien n'est sûr. Ce 1 € de gain, il n'est pas sûr. Mais le fiscaliste, l'administrateur fiscal, il veut quand même te faire payer de l'impôt sur ces 1 € alors que ces 1 €, tu ne les as pas touchés et que ces 1 €, tu n'es pas sûr que tu vas les toucher. C'est un petit peu bâtard. Bon, on n'est pas là pour expliquer les mécanismes fiscaux, en tout cas leur philosophie, on est là pour appliquer les règles fiscales. Donc, il y a une discordance entre ce que dit le comptable, qui te dit « moi je ne l'impose pas », et ce que te dit le fiscaliste, qui te dit « moi je veux qu'on l'impose ». Ça se traduit en quoi? Ça se traduit en fait qu'on a un résultat comptable qui va dire « pas imposé ». Et on va avoir un résultat fiscal qui va dire « il faut l'imposer ». Quand je parle de comptable et de fiscaliste, je veux parler d'un résultat comptable et je veux parler d'un résultat fiscal. Ok? Maintenant, le résultat fiscal, c'est quoi?
résultat fiscal. C'est le résultat comptable. Oula, j'ai du mal à écrire résultat aujourd'hui. Moins les déductions. Déduction plus les réintégrations. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser au tableau qu'on a fait. Quand on parle de résultat ici, nos 1100, on parle d'un résultat comptable. Quand on parle d'un total ici, on parle d'un... Oh, je mettais bénéfice, je mettais un résultat fiscal. La différence entre le résultat comptable et le résultat fiscal, c'est que le résultat fiscal, c'est le résultat comptable moins les déductions plus les réintégrations. Donc quand on fait ce tableau-là en exercice, on est juste en train de partir d'un résultat comptable pour atterrir sur un résultat fiscal. Ok? Donc, quand je reprends mon exemple ici... Ah, mais du coup, j'ai enlevé mon petit... j'aime pas ça. Non, c'est pas... Hop là. Quand on reprend notre exemple ici, on a un résultat comptable de... Ah bah mince, j'ai pas mis... Eh ben, c'est pas grave, on a fait 1100. Allez. Donc du coup, on va dire pour l'exemple qu'on a fait ça de 1100. Sans prendre en compte le gain latent de 1 euro. On ne l'a pas pris en compte. On a dit, le comptable, c'est pas imposé, c'est pas un produit, c'est pas dans le bénéfice, c'est pas dans le résultat. Donc les 1100 là, il n'y a pas nos 1 euro dedans. Ok? Donc on part de nos 1100. On va venir rajouter gain de change latent, qu'on va venir réintégrer pour 1 euro. On va venir le rajouter. Non, je ne sais jamais faire, j'ai pas compris ce que c'est ça. Et donc, on va avoir un résultat fiscal de 1001 euros. Ok? Dans notre exemple là, je l'ai fait avec un tableau, mais je peux le faire en mode linéaire. Si je reprends la formule résultat fiscal égale résultat comptable moins déduction plus réintégration, on a dit qu'on a un résultat de 1100, résultat comptable de 1100, ça fait 1100, moins 0, parce que dans notre exemple, j'ai aucune déduction, plus une réintégration de notre gain latent de 1 euro, ce qui va bien nous faire nos 1101. Je me rends compte que là, je me suis juste trompé. Hop. 1101. Voilà. OK? Donc, là, on le fait en mode linéaire. Là, on le fait en mode tableau. Et dans les faits, on a bien 1101 de résultat fiscal, 1101 de résultat fiscal. Voilà. Seulement, ça va nous poser un problème quand on va vraiment être payé l'année suivante. En 2027, on a dit que ton client, il te paye les 50 $ qu'il te doit, et dans ce cas-là, les 50 $ valent 47 euros. Dans ce cas-là, tu as fait un gain de 2 euros. Okay? Ce gain-là, il est réel. C'est pas un gain latent de change, c'est un vrai gain. Tu as vraiment gagné de l'argent. On t'a vraiment donné l'équivalent de 47 euros pour un produit que tu as vendu l'équivalent de 45. D'accord? Donc, on revient à ce qu'on disait. Ici, gain de change, tac, 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 tac. Le gain de change dans le résultat comptable et le résultat fiscal va être intégré. Dans nos 1100 ici, on a dont nos 2 euros de gain de change. Aucune réintégration, aucune déduction à faire. Donc là, le comptable te dit, mon gain réel, je dois l'imposer. Le fiscaliste dit, ton gain réel, tu dois l'imposer. Donc les deux, ils sont d'accord. Sauf qu'il y a un problème. C'est que le fiscaliste, il t'a déjà fait payer ton gain de change latent. D'accord? Eh bien, c'est pour ça que là, il va falloir, pour avoir le résultat fiscal, il va falloir en 2027 que l'on annule le fait que l'on a imposé notre gain latent en 2026. On va prendre un exemple. Tu as un bénéfice
en 2027 de 500 €. C'est pour pas prendre les mêmes montants, ok? Et donc, on avait dit... Attends, je vais faire sur une nouvelle colonne. Bam. On avait dit que tu as dans nos 500, dont un gain de change de 2 € qui a été réalisé en 2027. Hein. Tu as été payé en octobre 2027. Donc, c'est en 2027 qu'on est sûr et certain que tu as encaissé 47 alors que tu avais vendu 45. Donc là, on est sûr et certain que tu as gagné 2 €. D'accord? Attention à ne pas confondre avec ce qu'on disait au tout début, où on disait ce qui nous importe, ce n'est pas à la date à laquelle on est payé, ce qui nous importe, c'est à la date à laquelle on a facturé. Or, quand on est sur des gains de change, les gains de change, c'est lié aux différences de change entre le moment où tu factures et le moment où tu es payé. Donc, techniquement, ce gain réel de 2 €, on est obligé d'attendre que tu sois payé de la facture principale pour pouvoir constater ce gain de change, parce que si tu n'es pas payé de la facture principale, il n'y a pas de gain de change qui existe. Mais attention, quand on dit que tu es payé les 50 $, tu n'es pas payé de ton gain de change, tu es payé de la facture. D'accord? Et donc, techniquement, c'est au moment où on paye ta facture que tu vas constater que tu vas gagner de l'argent, mais techniquement, on ne peut pas dire que tu es payé pour tes 2 €, même si tu encaisses tes 2 €. C'est juste que les 2 € que tu touches, que tu encaisses, c'est pas que ton fournisseur il te les paye, c'est juste que c'est le cours de l'euro-dollar qui te permet d'avoir plus d'argent dans ta poche. D'accord? Ça, c'est une petite nuance qui est importante. En tout cas, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre le fait que quand on a un gain, on attend d'être payé pour pouvoir l'imposer, alors que quand on vend un produit, on n'attend pas d'être payé pour pouvoir l'imposer. Parce que quand on dit dans le cadre de notre gain que l'on est payé, on parle du fait qu'on est payé sur notre facture et que c'est le fait d'être payé qui permet de créer ce gain de change. Tant que nous ne sommes pas payés, le gain réel n'existe pas. D'accord? Fin de la petite parenthèse. Donc, tu as fait un bénéfice en 2027 de 500 € et dans ces 500 €, il y a un gain de change de 2 €. En 2026, tu avais un gain latent de 1 €. Que nous dit le comptable? Le comptable, il dit, il y a un résultat, il faut imposer 500 €. Tu imposes ton bénéfice classique, ton gain latent, il n'y a jamais fallu l'imposer, donc on s'en fiche, on n'en parle pas. Le comptable, le fiscaliste, pardon, il dit, il faut imposer les 500 €, je suis d'accord, mais il va falloir enlever le gain latent de l'année dernière, parce que ce gain latent de l'année dernière, il a déjà été imposé l'année dernière, justement. D'accord? En chiffres, le comptable en 2027, il va imposer 500 €. Le fiscaliste en 2027, il va imposer 500 moins 1, 501 €. Ok? Pardon, n'importe quoi, je dis n'importe quoi moi. 500 moins 1, je me dis, il y a un truc qui ne va pas dans mon calcul. 499 €. Voilà, c'est quand même mieux. Ça, c'est ce qui se passe en 2026. Petit retour en arrière, il s'est passé quoi en 2026? Ça, c'est ce qui se passe en 2027, pardon, il s'est passé quoi en 2026? En 2026, on se fiche de savoir combien on a fait de résultats en 2026. Le comptable, il a dit, il ne faut rien imposer. En matière de gain, de gain de change, parce qu'en 2026, on n'a pas de gain réel, dans notre exemple, mais on a un gain latent. Okay? Le comptable, il ne faut pas imposer. On part du principe qu'on a juste un gain latent. Tu vois, ça pour l'exemple, bénéfice
0 € sans prendre en compte le gain latent de 1 €. Donc, le comptable, il dit, on impose 0 €. Le fiscaliste dit, il faut partir du bénéfice comptable, donc résultat comptable, de 0 € auquel on va venir rajouter un gain latent de 2026. Donc, ça veut dire qu'on va imposer 0 plus la réintégration de notre gain latent. Ça va nous faire 1 €. Voilà ce qui s'est passé en 2026. Je reviens en 2027. Au total, en 2026 plus en 2027, le comptable, il nous a imposé 0 € en 2026 plus 500 € en 2027. Donc, au global, le comptable nous a fait payer, nous a imposé 500 €. 0 plus 500. Au global, le fiscaliste, il nous a imposé 1 € en 2026, plus 499 € en 2027. On retombe sur nos 500 €. Au global, tu vas payer autant d'impôts en fonction des règles comptables comme en fonction des règles fiscales. D'accord? C'est juste que le fiscaliste va te faire payer de l'impôt plus tôt parce que, à cause du fiscaliste, tu as dû payer de l'impôt pour le montant de 1 € sur une base de 1 € en 2026, alors que le comptable n'était pas d'accord avec ça. Petite aparté, quand je fais la différence entre le comptable et le fiscaliste, le but n'est pas de... la réalité, c'est pas que tu payes un impôt d'un côté comptable et un impôt du côté fiscal, hein. Dans tous les cas, on va juste payer l'impôt d'un côté fiscal. Le comptable ne va jamais t'imposer quelque chose. Celui qui est chargé de te faire payer des impôts, c'est le fiscaliste, d'accord? C'est juste que ces deux personnes, elles ont des logiques différentes. En gros, le comptable, il ne comprend pas, dans sa conception de comptable, il ne comprend pas que l'on puisse imposer 1 €. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que dit le fiscaliste. Mais en matière de fiscalité, c'est que le fiscaliste qui a raison, ok? Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on dit que le comptable te fait payer 0 d'impôt, ça veut dire que le comptable, pour lui, il n'y a pas de raison que tu payes de l'impôt. Alors que pour le fiscaliste, ici, il y a une raison de payer de l'impôt. Mais dans tous les cas, il n'y a qu'une seule personne qui est maître en matière de est-ce que tu as payé des impôts ou pas, ça va être le fiscaliste. Je reprends notre petit tableau. Cette fois-ci, élément 2027. D'accord? Attention. En 2027, on a un résultat comptable de 500 €. Je l'avais mis ici. Bénéfice de 2027. On va avoir un gain de change latent de l'année dernière, donc de 2026, qu'on va venir déduire. 1 €. Hein, c'est ce qu'on disait ici. Moins le gain latent de 2026. Résultat fiscal. Voilà. Justification. On annule le gain latent de l'année dernière qui a déjà été imposé. Enfin, qui a été, oui. Je veux pas déjà, ça va... comment dire? Ça peut induire en erreur. Qui a été imposé l'année dernière. Voilà, tout simplement. C'est tout pour les produits d'exploitation. C'était ça, produits d'exploitation. Maintenant, partie suivante, les produits financiers. Les produits financiers, ça va être quoi? Ça va être les produits, les dividendes que tu vas toucher, les primes des obligations que tu vas toucher, les produits sur tes valeurs mobilières de placement. Pour faire une globalité, quand tu mets de l'argent en bourse, eh ben, le fait que tu aies des actions, que tu aies des obligations, ça va te permettre de gagner de l'argent via les dividendes, via
les primes des obligations. Enfin bref, on ne va pas se faire un cours de bourse. Mais le but, c'est que quand tu achètes des produits financiers, eh ben, ces produits financiers, ils te ramènent de l'argent. Et cet argent que ça te ramène, eh bien, c'est ce qu'on va imposer au terme de produits financiers. Alors c'est vrai que j'ai fait un petit, pardon, peut-être que ma définition n'était pas très bonne. Il faut bien définir ce qu'on a d'un côté les produits financiers avec la définition financière. Là, on parle des actions, obligations, je sais pas, des ETF, etc. Bon, bref. Ouais, je vais même pas les mettre. On va juste parler d'actions et obligations parce que sinon on va s'embrouiller pour rien. D'accord? Ça, c'est la définition financière. Et les produits financiers. Définition. Définition comptable. Ça va être les dividendes des actions, les primes, enfin les coupons, pardon, je dis les coupons des obligations. En gros, l'argent qu'on gagne grâce aux actions obligations. C'est là où du coup, le problème c'est que quand on dit l'argent qu'on gagne grâce aux actions obligations, on a dit que actions obligations, dans la définition financière, c'était des produits financiers. Donc c'est là où je dis attention, si je remplace, c'est-à-dire que les produits financiers d'un point de vue comptable, ça va être l'argent qu'on gagne grâce aux produits financiers. D'accord? Mais là, c'est les produits financiers dans la définition comptable. Et là, c'est les produits financiers dans la définition financière. Ok? Donc attention, je vais essayer de pas réutiliser le terme produit financier dans sa définition financière. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, une action, c'est un produit financier. Et le fait que cette action, elle te donne des dividendes, c'est un produit qui est issu de ton action. Donc c'est un produit qui est issu de ton produit financier. On utilise le mot produit, mais pour déterminer deux choses différentes. Bref. Quand on parle du coup de notre comptabilité, par produit financier, on entend les dividendes, les coupons des obligations. Ok ? Donc, ce qu'on appelle de manière plus générale, d'ailleurs on va utiliser ce terme, les revenus de portefeuille. Ça va être beaucoup plus simple en fait, tiens. Portefeuille égale produit financier définition comptable. Voilà. En fait, j'aurais dû dire ça depuis le début, ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà. En fait, on va plus parler de produits financiers, on va parler de revenus de portefeuille. Le portefeuille, c'est quoi? C'est les actions et les obligations. Donc le portefeuille, c'est les produits financiers, mais au sens de la définition financière. Donc ces revenus de portefeuille, ces revenus de portefeuille ne vont pas être imposés en mode normal, mais vont être imposés en revenus de capitaux mobiliers. C'est un peu la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, si je prends ici, non pas les redevances, voilà, c'est un peu ça. Quand on avait pris notre exemple pour les loyers, on a dit les loyers, c'est imposé aux revenus fonciers. Et bien là, les revenus de portefeuille, c'est imposé aux revenus des capitaux mobiliers. On a un bénéfice de 1100, dont 100 € de revenus de portefeuille. Donc, égale produit financier de la définition comptable, égale dividende. Slash coupon. Ok. Donc, tiens, pour prendre l'exemple, dividende. Parce que c'est généralement ce qu'on va avoir dans les exercices. Okay, on va essayer de simplifier au maximum. Tu fais un bénéfice de 1100 €, dont 100 € de dividende. Ton résultat imposé en mode normal, c'est les 1100 moins les 100 € de dividende, ça fait 1000.
et tu vas avoir 100 € qui vont être imposés au revenu de capitaux mobiliers. Donc là, on a bien un résultat comptable de 1100. Un dividende qu'on va venir déduire 100 €. Pourquoi? Parce que imposer résultat des capitaux mobiliers total fiscal de 1000 € en mode normal. Et là aussi, on va venir du coup compléter au fur et à mesure ce qu'on disait. On a un résultat comptable de 1100 €. On a un résultat fiscal imposé en mode normal de 1000 €. Bon, il est bien en normal, non? En mode normal, ça va. Et on a un résultat fiscal imposé en mode revenu des capitaux mobiliers. Voilà. Tu vois que au fur et à mesure, on vient préciser la vulgarisation. Résultat comptable, c'est ça. Résultat fiscal, ici, c'est juste le résultat fiscal normal. Mais nos 100 € qu'on a déduits, c'est pas qu'ils vont pas être imposés. Ils vont être imposés, mais ils vont être imposés dans les revenus des capitaux mobiliers. Et ce qu'on disait tout à l'heure, qui c'est qui impose? C'est le fiscaliste, c'est pas le comptable. Donc en fait, à chaque fois qu'on va venir parler du résultat qu'on va soumettre à l'impôt, ce sera forcément un résultat fiscal. Ok? On ne peut pas imposer un résultat comptable. C'est juste que des fois, s'il n'y a pas de retraitement, ton résultat comptable, il est égal à ton résultat fiscal. Mais encore une fois, celui qui va venir te réclamer l'impôt, c'est le fiscaliste, ce n'est pas le comptable. Donc c'est un abus de langage de dire qu'on va payer de l'impôt sur un résultat comptable. Non, on paye toujours de l'impôt sur un résultat fiscal. Passons maintenant au produit net sur les sessions de VMP. Donc produit net sur session de VMP. Une VMP, ça va être une action, une obligation. C'est le bénéfice fait sur la vente d'une action ou d'une obligation. En gros, tu as acheté une action Apple à 100 €. Tu l'as revendu 110 €. Tu as un bénéfice de 10 €. Ça veut dire que tu as un produit net sur vente de ta valeur mobilière de placement, donc sur la vente de ton action. Vente égale cession, VMP égale action sur session de VMP. Donc produit net sur session de VMP, ça veut dire argent gagné sur la vente d'une action. Du dur. Ok? Dans ces cas-là, ça va être imposé sur un régime de la plus-value à court terme ou bien à long terme selon la modalité. On ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le but de ce cours. Donc ça, c'était un petit peu comme, comme les travaux en cours dont nous avions parlé juste ici. C'est une méthode particulière. Boum. Méthode particulière, on ne va pas en parler ici dans ce cours, ça fera l'objet d'un cours distinct. Mais c'était juste pour expliquer ce que c'était que les VMP. Ensuite, les produits financiers. Les produits financiers divers, ça... Alors, on ne va pas rentrer dans le détail là aussi, parce que le but, c'est pas de faire un cours de finance, mais... En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que si ce n'est pas quelque chose qui rentre dans la catégorie des produits financiers standards, enfin des revenus de portefeuille plutôt, c'était le terme que je cherchais. Si ça ne rentre pas dans la catégorie des revenus portefeuille,
Si ça ne rentre pas dans la catégorie produit net de cession de VMP, ça va rentrer dans la catégorie divers. D'accord? Dans tous les cas, dans les exercices, que ce soit en BTS et que ce soit en DCG, ça va être précisé. Le but, encore une fois, n'est pas de savoir faire la distinction entre les produits financiers divers et les produits de cession de VMP et les revenus de portefeuille. C'est vraiment de dire, tu as X euros de produits financiers, qu'est-ce que tu en fais? Okay, c'est ça qu'on attend de nous en BTS et en DCG. Dans ce cas-là, c'est pas compliqué. Imposé à l'impôt, à l'imposition normale. En mode normal. Donc, pas de retraitement. Retraitement à faire. Ok? Donc, en gros, ça veut dire, tu as un résultat. Bon, tiens, on va se le faire, c'est pas grave. Hop. Tu as un résultat comptable, pour l'exemple, de 1100. Tu as produits financiers divers de 100 euros, par exemple. Attends, je vais faire les choses correctement quand même. Bam. Bénéfice dont 100 euros de produits financiers divers. Produits financiers divers, on s'en fiche. On ne les déduit pas, on ne les réintègre pas. Résultat fiscal, en mode normal, 1100. Rien à faire. Voilà, c'est juste ça qu'il faut bien comprendre. Encore une fois, on ne va pas se faire un cours de fiscalité sur ce que c'est que les produits financiers divers. On va maintenant passer aux produits exceptionnels. Les produits exceptionnels, c'est quoi? C'est de l'argent qu'on te donne, enfin que tu vas recevoir, de manière exceptionnelle. D'accord? C'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Et on va commencer par parler de la subvention d'équilibre. La subvention d'équilibre, c'est de l'argent que l'État va te donner en cadeau, d'accord, pour t'aider. C'est-à-dire que toi, tu as une entreprise qui fait moins 900 euros, donc tu as un déficit de 900 euros. L'État te donne 500 euros pour t'aider. Voilà, c'est ça une subvention d'équilibre. Ça, en principe, la subvention d'équilibre, c'est imposé en mode normal. Sauf que la réalité, oui, c'est qu'en fait, dans tous les cas, tu es en déficit. Tu vois? Là, tu as un déficit de 900. L'État, il va te donner 500 euros pour t'aider en subvention d'équilibre. Là, tu es en déficit de 400. Donc, techniquement, cette subvention, il faut l'imposer en mode normal, mais de toute façon, tu ne vas pas payer d'impôt, puisque de toute façon, tu es en déficit. D'accord? Donc, en fait, tu ne vas pas payer d'impôt sur ta subvention. Mais ce n'est pas que tu ne payes pas d'impôt sur ta subvention parce que la subvention, elle n'est pas imposée. C'est que tu ne vas pas payer d'impôt sur la subvention parce que même avec la subvention, tu vas être en déficit. Voilà. Mais si jamais l'État t'avait donné 1000 euros de subvention, tu aurais fait un bénéfice de 100 euros et tu aurais été imposé sur 100 euros. Okay, bon, dans les cas, on aimerait bien que ça se passe comme ça, mais ça ne se passe pas comme ça. Ensuite, on va avoir la subvention d'investissement, oui, d'équipement. Subvention d'équipement et subvention d'investissement, c'est la même chose. Hein. Oh, j'ai du mal maintenant. Hein. On fatigue. Subvention d'investissement. Donc, la subvention d'équipement ou la subvention d'investissement, c'est la même chose. C'est quand on te donne de l'argent pour que tu puisses acheter quelque chose. Okay, c'est-à-dire,
tu achètes une machine et l'État te donne de l'argent pour payer ta machine. Ok? Exemple, tu achètes une machine de 1600 €. L'État te donne une subvention d'équipement pour acheter ta machine de 1200 €. Ok? Ils vont venir t'aider, en gros, tout simplement. Et là, du coup, il va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de cette subvention? Alors, il faut regarder si ta machine, si ton immobilisation, elle est amortissable. Si la machine est amortissable... Ah non, non, pardon. Je vais aller un petit peu vite. Le principe, c'est soit tu imposes tout de suite ta subvention, ok? Soit tu imposes petit à petit. Oui, non, c'est très bien. Ce qu'on comprenne, dans tous les cas, tu vas payer de l'impôt sur tes 1200 €. Ok? C'est sûr et certain. Soit on te dit tu payes l'impôt tout de suite, donc tu vas déclarer 1200 € de produits. Donc, on reprend ce qu'on disait depuis le début, plus tu as de produits, plus tu as de bénéfices, plus tu as de bénéfices, plus tu as d'impôts, d'accord? Donc soit tu vas payer beaucoup d'impôts tout de suite, soit on te fait payer de l'impôt petit à petit. Maintenant, si tu veux payer de l'impôt tout de suite, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun retraitement et il n'y a aucune écriture particulière à faire. Mais si jamais tu veux l'imposer au fur et à mesure, il n'y a pas de petit tableau à faire, mais il y a par contre des écritures spéciales à faire. Parce que dans tous les cas, ça va être imposé au mode normal. Donc, ici, puisque ça va être imposé au mode normal, ce qui nous intéresse, c'est pas tant de faire ce petit tableau-là, parce que dans tous les cas, ce sera forcément ici, vu que ici, ça va être imposé au mode normal. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir, dans notre bénéfice, est-ce que l'on va inclure ou pas notre subvention d'équipement. Ok? Et pour qu'on incluse cette subvention d'équipement, il va falloir la mettre dans un compte de la classe 7. Okay? Parce que les comptes de la classe 7, c'est les comptes de produits. Okay? Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien d'argent on va mettre dans ce compte de la classe 7, le compte 747 pour le coup. Soit on met 1200 € tout de suite, et donc on a un gros produit tout de suite, et donc un gros bénéfice tout de suite, soit on met au fur et à mesure, d'accord? Donc là, on va rentrer dans des écritures comptables, mais d'abord, on va voir le principe. Si la machine est amortissable, et que on veut imposer petit à petit, alors il va falloir imposer au fur et à mesure des amortissements. On va prendre un exemple. On a une machine donc qui vaut 1600 €. Ok. Cette machine, pour l'exemple, on va l'amortir sur 5 ans. Généralement, ce qu'on a pour une machine. Ok. Donc, en 2026, on amortit 1600 divisé par 5. Oh, j'aurais dû qu'il me fait le calcul. Bon, ça fait 320 €. 320 €, ok. Et 320 €, ça revient à faire un cinquième. On est d'accord, puisque on a amorti une année sur 5. Un cinquième, c'est quoi? C'est 20%. D'accord? Et bien du coup, en 2026, on va imposer
1/5, donc 20% de la subvention d'investissement. OK? Ce qui nous fait 1200 fois 20%. 1200 fois 20%, ce qui nous fait 240 euros. Ça nous fait 240 euros. OK? Et donc, c'est là où on va se faire nos petites écritures. Pour l'exemple... Allez, on va se faire tout le schéma d'écriture, c'est pas grave. On te promet une subvention de 1200 euros. OK? Donc, tu vas toucher une subvention dans le compte 131 au passif de 1200 euros. En contrepartie, l'État te doit 1200 euros. OK? Ça, c'est la dette de l'État. Ça, c'est le fait que tu vas toucher de l'argent. Puis, on te donne les 1200 euros. Tu les reçois dans ta banque. Du coup, on va effacer la dette de l'État. Ça représente la dette. Si on veut l'effacer, eh bien, ce qu'on avait au débit, on le passe au crédit. Seconde écriture. Tu vas acheter ta machine. Donc, je vais pas faire les écritures d'achat, d'immobilisation et d'amortissement, parce que ça fait pas partie du cours. Par contre, je vais passer... Oh, allez, si, vas-y, je vais le faire parce que sinon, ça va nous... Sinon, ça ne sera pas complet, c'est pas grave. Là, c'est un petit peu hors cours. Donc, tu as une machine que tu as achetée 1600 euros. Tu as payé de la TVA dessus à hauteur de 320 euros. Et, parce que c'est 20%. Et ton fournisseur, tu lui dois du coup 1920 euros. OK? Et après, alors je vais faire toutes ces écritures ici. Boum. Après, tu vas amortir du coup ton immobilisation pour 320 euros. Bon, c'est dommage, j'aime pas quand ça prend les mêmes chiffres, mais bon, tant pis, les taux sont les mêmes. Donc, tu vas faire un amortissement de 320 euros. Donc, on est d'accord que là, les 320 euros, c'est la dotation d'amortissement. Là, les 320 euros, c'est la TVA. Hein. Donc, ce n'est pas les mêmes montants. Enfin, le chiffre est le même, mais l'origine n'est pas la même. Via mon amortissement de 320 euros. Donc tout ça, hein, c'est hors du cours, c'est juste pour avoir quelque chose d'exhaustif. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est ça. Il va falloir que l'on déclare un produit, donc quelque chose dans un compte de la classe 7, à hauteur de 240 euros. On va utiliser pour ça le compte 747 pour 240 euros. En contrepartie du compte 139 pour 240 euros. Qu'est-ce qui va se passer tous les ans? Tous les ans, on va passer cette écriture-là. Parce qu'en 2026, on va déclarer 1/5, donc 20%. En 2027, 1/5. En 2028, 1/5, etc., etc. Ce qui fait que, à la fin, on va avoir dans le compte 139 240 une fois, plus 240 une deuxième fois, plus 240 une troisième fois, etc. Jusqu'à avoir, dans le compte 139, dans le débit, on va avoir 240 fois... Oh, c'est le fois, ok. Fois 5, ce qui va nous faire nos 1200 euros. D'accord? Et on a, depuis le début en 2026, 1200 euros au crédit dans le compte 131. Ok? Eh bien, à la fin, on va faire une écriture. On va venir solder le compte 139 où on aura 1200 euros au débit. On va mettre 1200 euros au crédit pour solder le compte 139. Et on va venir solder le compte 131 qui, au début, était de 1200 euros au crédit. On va venir mettre 1200 euros au débit. Tu vois, ça, c'est l'écriture qu'on va faire à la toute fin. Voilà comment ça se passe dans le cas d'une subvention d'équipement dont on a choisi de l'imposer petit à petit quand ça concerne une machine qui est amortissable. Alors, petite précision, si jamais on vend la machine. Si on vend la machine, il faut que tout ce qui n'a pas été viré au résultat, donc tout ce qui n'est pas dans le compte 139, aille directement dans le compte 139. C'est-à-dire,
On vend la machine au bout de 2 ans. Ok. Au bout de 2 ans, on a dans le compte 139, on a mis 240 € pendant 2 ans. Ok, on est d'accord. Tac, ce qui nous fait 480 €. D'accord. Mais comme on vend la machine, il faut qu'on impose, on doit imposer tout de suite toute la subvention. Donc si on a mis dans le compte 139 le montant total de 480 €, ça veut dire que en 2 ans, puisque là on parle de 2 ans, en 2 ans, on a mis 480 € dans le compte 747. Donc ça veut dire qu'on a imposé 480 €. Ok? Et donc, comme on vend, on doit imposer tout de suite toute la subvention. Comme on a déjà imposé 480 € sur un montant total de 1200, il va falloir qu'on impose tout de suite 1200 moins 480, ça nous fait 720. Ok? Et donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on passe une écriture exceptionnelle de 720 € pour le compte 747, pour créer du produit, contre 720 € pour le compte 139. Et là, mon compte 139 va être en débit, va avoir 1200 € dans le débit. Et bien, c'est là où on va passer notre écriture pour solder le compte 139 par le compte 131. Voilà comment on va faire. Maintenant, si notre machine n'est pas amortissable. Si la machine n'est pas amortissable et qu'on veut imposer petit à petit, il va falloir qu'on se pose la question de s'il y a une clause d'inaliénabilité. La clause d'inaliénabilité, c'est quoi? C'est une clause qui permet, enfin même pas qui permet d'ailleurs, qui fait que tu n'as pas le droit de revendre la machine pendant un certain nombre d'années. Ok? Donc là, on va dire qu'il y a clause d'inaliénabilité de 5 ans. Ok? Tu auras forcément une durée, parce que ça n'existe pas une clause d'inaliénabilité qui n'a pas de durée. Dans ce cas-là, eh bien, comme tu veux imposer petit à petit, eh bien, tu vas imposer ta subvention sur 5 ans. Donc là, c'est exactement les mêmes calculs. Hein. Donc 5 ans, ça fait 1/5, ça veut dire 20%. Donc ça veut dire que tu vas imposer ta subvention de 240 € par an. On repart sur le même écriture, tu vas faire ça en fait. L'écriture, elle va être celle-ci. Ok? Si maintenant, la machine est amortissable, n'est pas amortissable, pardon, la machine n'est pas amortissable, on veut l'imposer à petit et il n'y a pas de clause d'inaliénabilité. Et bien, ce cas-là, tu vas... Oula, pardon. Tu vas imposer ta machine sur 10 ans. C'est la règle. Il fallait bien mettre quelque chose, donc la loi, elle a dit on va mettre 10 ans. Ça veut dire 10%. Et donc là, ton écriture... Oh, j'aime pas trop ça. Hop. Ton écriture... Bon, c'est pas grave. Ça va être 120 €. Ok? Voilà, tout simplement. Voilà pour la subvention d'équipement. Maintenant, on va passer aux indemnités. Pour les indemnités que l'on a en cas de vol d'un équipement. Si on t'a volé ou qu'il y a un sinistre, vol ou sinistre ou expropriation, c'est plus rare,
Expropriation, c'est l'État qui te dégage de chez toi. Dans tous les cas, tu vas recevoir indemnité. D'accord? Cette indemnité imposée au mode normal. Donc, rien à faire. Si on veut faire notre petit tableau. Attends, je vais faire un truc où il n'y a rien. Voilà. On se prend notre petit exemple. Résultat comptable de 1100. Dont 100 € d'indemnité. Résultat comptable 1100. Indemnité, on fait rien. Résultat fiscal normal 1100. Ok? Rien de particulier. Il y a un truc qui est un peu particulier avec les assurances vie, mais on va pas en parler, ça fait pas partie de... Ça fait pas partie du cours et du programme de manière générale. Pour tout ce qui est les reprises sur amortissement, sur dépréciation ou sur provision. Ça, c'est très simple. Si la dotation est déductible, la reprise est déductible. Ah! Et imposable surtout. Imposable. En gros, là, dans l'exemple ici, on a fait une dotation aux amortissements. Cette dotation, on l'a mis dans un compte 68, ça a été imposé normalement. Eh bien, si on fait une reprise sur amortissement, cette reprise va être imposée normalement. Donc, rien à faire. Donc, en gros, si RAF a la dotation, alors RAF a la reprise. Et si on avait dû retraiter cette dotation, on ne va pas rentrer dans les détails de quand est-ce que ça peut arriver, parce que là aussi, ce n'est pas l'objet du cours. Eh bien, dans ce cas-là, il y aurait fallu réintégrer... non, alors attends, si on avait dû ne pas imposer la dotation, donc il avait fallu réintégrer la dotation, dans ce cas-là, la reprise n'aurait pas été imposable et il aurait fallu qu'on la déduise. Bon, encore une fois, généralement c'est rare, c'est pas là-dessus qu'on va venir vous chercher en examen. Pour le dégrèvement d'impôt maintenant. Alors, dégrèvement d'impôt, c'est aussi un cas qui est particulier. Mais le système, il est le même. Un dégrèvement d'impôt, c'est quoi? C'est, en gros, on te rembourse de l'impôt. On te redonne, on te rembourse. Ouais, on te redonne de l'argent. Si l'impôt à la base est déductible, la reprise est imposable. Donc RAF si alors attends, RAF si à la dotation si RAF, oula, je sais même plus ce que j'ai dit. Si RAF a l'imposition, alors RAF au dégrèvement. En fait, il y a des impôts qui peuvent te permettre d'économiser de l'impôt dessus, et il y a des impôts qui ne te permettent pas d'économiser de l'impôt dessus. En gros, la taxe foncière, par exemple, si tu payes ta taxe foncière, ça va rentrer dans le compte 635, et le compte 635, c'est un compte de charge normal, donc du coup, le fait que tu payes de la taxe foncière va faire que tu vas avoir une charge, va faire que ton résultat, il va diminuer, tac, 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 résultat, donc ton bénéfice, il diminue, et si ton bénéfice il diminue, tu payes moins d'impôts. D'accord? Donc ça veut dire que l'impôt de la taxe foncière est déductible. Donc du coup, si on te rembourse la taxe foncière que tu as payée, ça va être un produit qu'on va mettre dans un compte 7, et ce produit, tu vas payer de l'impôt dessus. Okay? Comme on disait pour les indemnités. Après, il y a des impôts sur lesquels on ne peut pas économiser de l'impôt. Bah, techniquement, par exemple, l'impôt sur les sociétés, on ne peut pas économiser de l'impôt sur les sociétés. Donc si jamais tu as payé de l'impôt sur les sociétés, tu n'as pas pu utiliser l'impôt pour économiser de l'impôt,
Parce que c'est ça. Alors là, pour le coup, c'est un non-sens total, c'est pour ça que c'est pas possible. Et donc, si en 2027, on se rembourse 100 € d'impôt, d'accord? Puisque à la base, ces 100 € d'impôt ne t'ont pas permis de déduire de l'impôt, parce que c'est un non-sens, eh bien, les 100 € que tu reçois en remboursement d'impôt, tu ne vas pas les imposer. D'accord? Encore une fois, si ce n'était pas déductible à la base, ce ne sera pas, le dégrèvement ne sera pas déductible. Bon, là aussi en vrai, le dégrèvement d'impôt, on peut avoir quelques exemples en cours, mais c'est pas là-dessus qu'on va aller vous chercher parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas quelque chose qui est forcément très court. Et puis, on va terminer très rapidement sur les produits de cession d'actifs. Là aussi, je vais en parler pour ne pas en parler parce que ça va faire l'objet d'un chapitre particulier. Tac. Boum, méthode particulière. Donc on va pas en parler. Ça devrait être déduit dans l'impôt en mode normal, mais il y aura un chapitre là-dessus. Voilà, c'est tout pour ce chapitre qui était donc sur les produits imposables. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi.